Dans cet épisode détonnant de Mythbusters, Je crois qu'on réutilisera ce prototype. nous allons réveiller l'adolescent qui sommeille en chacun de nous. Il faut faire attention. C'est un feu d'artifice continu pour Tori, Grant et Carrie, Quand je suis en danger, j'utilise un de mes partenaires comme bouclier humain. qui s'attaquent au mythe de l'homme fusée, Hallucinant. pendant que Adam et Jamie tentent d'inverser les rôles dans leur épisode préféré des experts. Il est dans mon viseur. Si l'on associe deux armes prétendues non mortelles, Bonjour, Terrien. Nous ne vous voulons aucun mal. peuvent-elles devenir mortelles? La voilà, ta flambée. Avec un peu de chance, nous nous retrouverons avec un cadavre calciné. Recule, s'il te plaît, ça va chauffer. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est de la science. et Jamie Heineman. Les choses vont commencer à devenir un peu folles ici. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Hurrah! Carrie Byron C'est parti. et Tori Belleci. Soyez sans crainte, nous n'allons pas abandonner. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Écoutons d'abord l'histoire de ce terrible crime. Qu'avons-nous au programme? Tu te souviens que nous avons fait une apparition dans la série Les Experts? Oui, on interprétait des scientifiques en blouse blanche. C'était l'histoire d'un criminel victime d'une combustion spontanée après avoir reçu une décharge de pistolet électrique. Or, l'enquête révélait qu'auparavant, il avait été exposé à du gaz paralysant qui contenait un composant inflammable, lequel, associé à l'étincelle du pistolet électrique, avait transformé l'homme en question en un brasier géant. Et devine ce qui s'est passé après la diffusion de cet épisode. On a reçu une tonne de courriers demandant de le faire nous-mêmes. Exactement. Donc, non seulement nous avons fait une apparition dans Les Experts, mais les experts font une apparition dans Mythbusters. Dans son labo, Nick Stokes apporte la preuve scientifique que pistolet électrique plus gaz paralysant égale embrasement instantané. Voici une belle scène de télé, mais nous voulons savoir si ça fonctionne dans la vraie vie. Si j'espère faire prendre feu à mon cobaye, je crois qu'ici, sous la hotte aspirante de Jamie, c'est un emplacement acceptable pour faire mon expérience en toute sécurité. Jamie et Adam prennent la décision audacieuse de tout installer et de commencer l'expérience. En guise de victime, un cochon mort. On utilise beaucoup de cochons dans cette émission parce qu'ils sont très proches du corps humain. Mais on ne fait pas de gaspillage, c'est bien trop bon le cochon. En fait, quand on aura fait ce qu'on a à faire, je l'emporterai chez moi pour le manger. Tu es prêt? Ouais, on peut l'accrocher. Bien. Une fois la doublure bien attachée, Adam lui passe une petite chemise de flanelle qu'il gardait pour l'occasion. C'est parti. Ensuite, Jamie vide une bombe de gaz paralysant sur la chemise. Parfait. Maintenant, on l'achève avec le pistolet électrique. Avec un peu de chance, on obtiendra la même scène que dans Les Experts. Il est dans mon viseur. 3. Au fait, je crois pas qu'il va prendre feu. D'accord. 2, 1. Tu sais quoi? J'avais raison. Oui, aucune flamme. C'est décevant. C'est le moins qu'on puisse dire. L'expérience est un flop. Même Adam est surpris par l'ampleur de l'échec. On a pourtant tout fait comme il fallait, mais le cochon n'a pas pris feu. Un certain nombre d'éléments interviennent ici. Et je crois qu'il faut les étudier séparément pour comprendre ce qui se passe. Avant de conclure. Oui. Bien, allons-y. Récapitulons. Pour brûler, le feu a besoin de 3 éléments. De l'oxygène, présent en grande quantité, une matière combustible, disons la chemise imbibée de gaz paralysant, et également une source capable d'allumer le feu. Reprenons donc le mythe en nous intéressant de plus près au pistolet électrique. Le fonctionnement des pistolets électriques est relativement simple. Il se déroule en 2 phases. Je vais vous montrer. Première phase, quand on appuie sur la gâchette, le pistolet propulse 2 petits dards métalliques qui viennent se fixer sur la peau. Dans un second temps, une décharge électrique est envoyée dans les dards, reliés au pistolet par des fils, puis dans le corps de la cible. Quand l'onde électrique atteint le corps, elle empêche le cerveau de commander aux muscles, ce qui a pour résultat que la victime s'effondre par terre. La question demeure. C'est bon?
50 000 volts suffisent-ils à produire suffisamment d'étincelles pour transformer un corps humain en un grand brasier? Et voilà. Plein d'étincelles. À vrai dire, ça me surprend un peu. Je pensais qu'avec les électrodes plantées dans la chair, le circuit électrique serait fermé et qu'on ne verrait donc aucune étincelle. Pourtant, on en voit. Regarde ça. Moi aussi, ça m'a étonné que les électrodes créent des étincelles alors qu'elles étaient plantées dans le cochon. En fait, c'est facile à comprendre. Le fabricant a trouvé que le plus efficace était de faire un simple nœud à l'extrémité du fil pour le relier aux électrodes. Étant donné le fort voltage de la décharge, l'étincelle saute jusqu'à l'aiguille où elle fait son travail. Or, cette étincelle sauteuse peut aussi faire office d'élément de mise à feu. Cela suffira-t-il à faire prendre le mythe? Souvenez-vous, nous avons déjà tâté des petites étincelles. Est-ce si difficile de faire exploser un engin rempli d'essence? Et bien souvent, nous avons été déçus. Rien. En voilà un scoop. Donc, idéalement, il faudrait une étincelle beaucoup plus grosse. Adam et Jamie ont trouvé comment coller au mythe. Pour cette nouvelle expérience, ce jarret de porc représente le criminel. Cette électrode est celle qui s'est fichée dans son corps. Ce rideau de douche protecteur, ce sont ses vêtements. Et cette électrode-ci est celle qui n'a pas atteint la peau du criminel puisqu'elle a été stoppée par les vêtements. Regardons ce qui se passe. Ce changement de paramètre est intéressant. Mais est-ce que ça va fonctionner? Ça me plaît. Une belle grosse étincelle de 3 cm traverse les vêtements et pénètre dans le corps du cochon. Bingo! Quelle bombe! Ça fait déjà tic-tac. À suivre, nos deux chimistes envoient le gaz paralysant. Notre deuxième mythe est une atteinte flagrante à l'autoconservation. Lors d'un festival de feux d'artifice en Allemagne, un type allume un pétard et décide de l'attacher à un jouet pour le faire voler. Je faisais ça tout le temps quand j'étais gamin. Ce n'est pas ça le mythe. Le mythe, c'est qu'ensuite, le type monte d'un cran et attache les fusées sur lui. Il en achète 400, se les fixe autour de lui, construit une rampe de lancement, il allume ses fusées et hop, il décolle et parcourt 45 mètres au-dessus d'un lac où il amérit sain et sauf. Les détails sont délicieusement flous. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un type a construit une espèce de rampe pour se propulser avec 400 fusées sur lui. Y a-t-il une vague possibilité que ça fonctionne ou est-ce particulièrement stupide? On est sûr que ce n'était pas un professionnel. Il a donc dû acheter ses feux d'artifice dans le commerce. Bien, cela semble un bon point de départ. Nous allons prendre quelques fusées et les lester pour déterminer exactement quel poids une fusée peut soulever. Bonne idée. Si on arrive à trouver la charge supportée par une fusée, on pourra alors calculer le nombre de fusées nécessaires pour soulever un homme de, disons, 90 kilos. Après avoir réservé le site des explosions, nos amis sont donc allés acheter toutes les fusées en vente libre possible. Nous sommes sur le site des explosions afin de tester les fusées de feux d'artifice amateurs les plus puissantes que nous ayons trouvées. Équipement supplémentaire, une caméra grande vitesse et une des plus grandes échelles qu'ils aient utilisées. C'est droit ? Nous allons mesurer le temps qu'il faut pour qu'une fusée arrive en haut de l'échelle. Connaissant la hauteur de l'échelle, nous obtiendrons la vitesse. Ensuite, nous pourrons calculer la capacité de charge en lestant la fusée jusqu'à obtenir un ralentissement de 50%. Une première fusée témoin est lancée sans charge supplémentaire. Et voilà. Cours ! Cours ! Bravo! Ce n'est pas le moment de cligner des yeux. Heureusement, la caméra grande vitesse a tout enregistré. Elle a parcouru 9,75 m en 0,4 secondes. Ce qui donne 24 mètres secondes. Soit 90 km/h, pas mal. Bien, et avec du lest? Le poids supplémentaire est obtenu grâce à de gros écrous pesant chacun 50 grammes. C'est parfait. Je colle l'écrou sur la fusée. Nous verrons si ça affecte sa propulsion. Ouais. Carrie allume la fusée C'est bon! et déguerpit. Le lest n'a diminué la vitesse de la fusée que de 20%. La prochaine sera donc lestée de 3 écrous au lieu d'un seul.
Nous avons donc une fusée du commerce lestée de 150 grammes. C'est parti. Voilà. Ouais, Clairement ralenti. c'est net. Je crois qu'on a trouvé le bon poids. Je suis contente. Le ralenti confirme qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, une vitesse diminuée de 50%. Voilà pour la bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise. Avec 400 fusées lestées de 150 grammes, on arrive à une capacité de charge de 60 kilos. Attendez, le type du mythe tout seul, sans équipement, pèse 90 kilos. Ça n'augure rien de bon. Ça veut dire qu'il faudrait beaucoup plus que 400 fusées. En fait, ce sont près de 800 fusées qui seraient nécessaires au décollage d'un homme adulte. Espérons donc que quelqu'un a un plan B. Retrouvons Adam et Jamie qui projettent d'enflammer du gaz paralysant dans un laboratoire agréé. J'adore cet endroit. Ils ont déjà démontré l'efficacité de l'étincelle produite par un pistolet électrique. Il s'agit maintenant de faire avancer l'enquête. Le gaz paralysant est-il inflammable? Et si oui, lequel l'est le plus? Voici la méthode que nous allons employer. Nous allons vaporiser chaque échantillon vers la flamme qui sortira de ce bec, d'abord à 15 cm de distance, ensuite à 45 cm. Nous devrions en conclure quel est le concurrent le plus inflammable. Toutes les bombes de gaz n'ont pas la même composition. Nous en testerons 5, dont certaines ne sont pas utilisées par la police californienne. Ces gaz ne sont pas mortels, mais procurent une forte gêne. Lors d'une première série de tests, j'ai réussi à m'en mettre sur les mains et j'ai eu la peau irritée pendant plusieurs jours. L'équipe de tournage toussait, éternuait, c'était très désagréable. Donc, cette fois, nous nous sommes procurés des combinaisons de classe 3. Et nous les porterons pour nous concentrer sur l'expérience et pas sur nos bobos. Adam a déjà enfilé sa combi. Maintenant, c'est Jamie qui s'y colle. Tout le monde n'a pas la chance d'aller travailler en pyjama. La rumeur est donc confirmée par le grand homme en personne. Jamie dort en pyjama hazmat. Bonjour, terriens. Nous ne vous voulons aucun mal. Notre première expérience se fait à 15 cm de distance. Le premier gaz est censé être non inflammable. Voyons si c'est vrai. Sachez que cette distance correspond à celle pratiquée pour les tests industriels. Prêt pour un premier essai? Oui. Alors c'est parti. Le premier gaz tient totalement sa promesse de non-inflammabilité. Voyons le deuxième. Cette fois encore, c'est vite fait, bien fait. Mais le troisième réserve une surprise. Oh, pas mal. Ça gaze toujours? Maintenant, reculez-vous et profitez de la chaleur ambiante. Wow! Splendide! Vous voulez le revoir? On attend que ça. L'élément clé pour que le feu prenne, c'est le gaz propulseur utilisé. Passons au cinquième. Voilà, un sérieux concurrent. Les résultats montrent qu'à 15 cm de distance, 2 produits sur 5 sont extrêmement inflammables. Alors, est-ce qu'on a un gaz propulseur inflammable dans la bombe? Cela semble plutôt être une question de hasard. En d'autres mots, c'est tout à fait possible. La deuxième série de tests ne porte que sur les 2 derniers gaz et nous triplons la distance. Numéro 4 à 45 cm. Oh! Encore mieux! C'est un bon produit. Dans les experts, l'homme torche s'enflammait à 2 bons mètres. Voyons si le 5e gaz en serait capable. Et à la demande générale, 3, 2... Ma foi, le match est serré entre 4 et 5. Adam et Jamie ont trouvé les 2 gaz les plus instables, mais rien ne garantit que l'un ou l'autre prendra feu une fois vaporisé sur du tissu. C'est pourquoi nous allons organiser le premier concours mondial de chemises en flanelle mouillée. Nous sommes de retour à l'atelier. Les tests ont montré que les fusées les plus puissantes vendues aux États-Unis ont une poussée insuffisante pour faire décoller un homme. Étant donné que ce mythe nous vient d'Europe, on s'est dit qu'ils avaient peut-être du matériel un peu plus puissant là-bas. Pour plus de sécurité, la fusée est fixée à un système d'allumage électrique. Carrie va nous montrer comment elle réagit dans un moment de pure panique. 3,
2, 1. D'accord. La fusée s'est transformée en kamikaze, mais elle est restée verticale suffisamment longtemps pour fournir l'information recherchée. 154 km/h en haut de l'échelle. J'ai aussi appris une chose très intéressante, c'est que quand je suis en danger, j'utilise un de mes partenaires comme bouclier humain. Désolée, Grant. Mais Grant est indifférent à tout cela. Il a déjà décidé qu'il pouvait se permettre d'augmenter le poids de départ. Je pense que nous pouvons passer directement à un lest de 150 grammes qui correspond exactement à la capacité maximale de cette fusée. En lestant chaque fusée de plusieurs petits poids, ils espèrent découvrir si 400 fusées sont réellement capables de faire décoller un homme. 3, 2, 1. Elle a disparu! Je ne crois pas que le lest ait servi à grand-chose. Ah, rien du tout, oui. En réalité, si. Mais cette fusée maison a quand même porté sa charge avec une certaine aisance. Joli. 85 km/h. Donc on n'est pas encore à la moitié. Je voudrais faire remarquer que les fusées du commerce qu'on a utilisées auparavant avaient tendance à ralentir vers le haut de l'échelle. Celle-ci, en revanche, a une poussée beaucoup plus forte. Je pense qu'on peut carrément doubler le poids. Très bien, allons-y pour 300 grammes. D'accord. Tori colle 6 écrous en haut du cône de la fusée suivante. 3, 2, 1. Ça a marché. Génial. Voyons sa vitesse. Ni trop, ni pas assez. L'enregistrement confirme qu'ils ont trouvé le juste poids que peut supporter une fusée. Superbe. Voilà. 69 km/h. C'est très impressionnant. En effet, mais vous avez vu que la fusée ralentit en haut de l'échelle. Je pense donc qu'il faut nous arrêter là. Nous avons trouvé la capacité de charge. Bien. Si on ajoute 300 grammes aux 100 grammes de la fusée, cela signifie qu'il faudra environ 400 fusées pour faire décoller notre homme. Ce qui rend le mythe plausible. On va bricoler un peu? Ouais. Génial. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, le pistolet électrique produit une étincelle acceptable pour allumer un feu et certains gaz paralysants sont très inflammables. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'assembler les deux éléments pour voir si on obtient une combustion spontanée. Minute, papillon. Je crois qu'il y a encore une chose qu'on pourrait vérifier. En l'occurrence, en quelle matière était la chemise portée par le criminel? La composition des vêtements peut être très variée. Et certaines matières sont plus inflammables que d'autres. Je pense que quelques tests s'imposent pour découvrir quelle est la matière qui brûle le plus vite. D'accord. Armé d'un briquet et d'un bel assortiment d'échantillons, la méthode est assez simple. Le tissu est incliné à 45 degrés. Le bas est exposé à la flamme d'un briquet pendant 1 seconde et nous mesurons le temps que met la flamme à arriver en haut. Puis, nous comparons les résultats pour déterminer quel est le tissu le plus inflammable. Ça me plaît. Des fibres naturelles. Voici le coton. Aux acryliques et acétates, Adam et Jamie essaient de faire brûler leurs différents tissus. Bien. Essayons la rayonne. Certains prennent du bon temps. 45 secondes. Ça y est. Certains refusent de prendre feu. Pas une flamme avec la laine. Et d'autres s'enflamment comme une traînée de poudre. Fichtre. La polaire brûle vigoureusement. Bien joué, 15 secondes. Il ne reste plus qu'à identifier le plus rapide. Nous avons fait brûler 8 tissus différents, obtenu des durées de combustion différentes, et nous avons 2 ex-aequo avec 15 secondes. Les tissus qui brûlent le plus vite sont l'acrylique et la laine polaire. Robert, tu peux lancer l'annonce. Eh oui, les 2 tissus du jour ont gagné le droit de retourner sur le terrain, cette fois en tant que chemise complète, et de se faire brûler jusqu'au dernier bouton. Et le gagnant raflera la mise. Pour cela, je vais faire appel à mes souvenirs de l'école primaire et à ce que j'ai appris en économie domestique avec mademoiselle Cavanedas. Il me reste encore 2 ou 3 trucs. Et je vais montrer mes fringues à Jamie. Regarde, C'est qui ton tailleur? c'est moi. J'ai fait des pièces à usage unique. Joli garçon. Je te présente Bernie et son petit frère Crispin. Bernie et Crispin sont tout beaux. L'un porte une chemise écossaise en acrylique, l'autre une chemise en laine dite polaire. En fait, un tissu partiellement composé de plastique recyclé.
À ce stade, vous vous demandez peut-être si ça me fait de la peine de mettre le feu à un objet de si dur labeur. Eh bien non, car je le fais pour la science. Et puis je mets le feu à quelque chose. Adam et Jamie ne veulent rien laisser au hasard. Et ils sont avides d'apprendre à quel point une chemise peut être combustible. On met le feu aux 2 chemises au même endroit et au même moment. Bien. L'acrylique semble l'emporter assez nettement. Il brûle plus violemment. En effet. Et il apparaît aussi que les deux brûlent plutôt lentement. Les chemises ne se sont pas embrasées. Non. Et en un sens, tant mieux. J'espère bien ne pas avoir de vêtements prêts à s'embraser dans mes placards. Sans gaz paralysant, les 2 chemises brûlent lentement mais sûrement. Adam, lui, a un intérêt particulier dans l'histoire. Allez, Polaire! On s'est bien entraîné, tu sais ce qu'on a dit. C'est tout ce que tu peux faire. Et c'est l'acrylique te mettre au tapis, te ridiculiser. Mets-y un peu du tien. Mais il a misé sur la mauvaise chemise. C'est finalement l'acrylique qui rend l'âme en premier. C'est terminé. 8 minutes, 25 secondes. La chemise en acrylique est entièrement carbonisée. Celle en polaire ne l'est même pas encore à moitié. Eh oui. Les résultats sont là. C'est l'acrylique qui gagne. Effectivement, les chemises brûlent. Les pistolets électriques produisent une grosse étincelle et certains gaz paralysants sont extrêmement inflammables. Il ne reste donc qu'à réunir toutes ces données idéales pour voir si on obtient notre fameux homme torche. Pour effectuer ce test, nous aurons donc besoin de beaucoup de fusées pour faire décoller notre homme. Cela dit, le plus dur, ce sera d'allumer toutes les fusées en même temps. Et comment elles sont fixées? De quel équipement on parle? Là encore, les détails sont flous. On sait qu'il a décollé depuis une rampe de lancement, mais c'est tout. Eh bien, faisons la même chose. Nous allons proposer un projet chacun, à échelle réduite, attacher une poupée à une rampe de lancement, la faire décoller, et nous verrons qui obtient le meilleur lancement et le meilleur circuit de vol. Dans l'arène, 3 spécialistes vont s'affronter. Ils ne disposent que d'1 heure pour mettre au point un prototype. Je déclare les jeux ouverts. 3 Mythbusters, 40 fusées, un défi. Construire un homme-feu d'artifice. Chaque participant se voit remettre 2 ingrédients de base, un mini-buster et un bouquet de feux d'artifice. Le projet gagnant sera celui qui réussira le mieux à faire décoller la poupée d'une rampe de lancement miniature. Voici mon idée. Un sapin de Noël géant constitué de fusées de feux d'artifice. C'est vrai. Il n'y a pas plus directionnel qu'une flèche, non? Donc la poussée va s'effectuer entièrement vers le bas et le type va s'envoler direct. Mon seul problème, c'est qu'il ne se fasse pas carboniser par le jet d'échappement des fusées. Je verrai ça plus tard. Bien sûr, Grant. Bonne chance. Tori, quant à lui, est persuadé qu'il a conçu le projet gagnant. Mon projet est très simple. En gros, je vais lui fixer des ailes dans le dos, auxquelles j'attacherai les fusées. Une fois allumé, mon engin devrait se comporter comme un jet. J'espère juste qu'il ira aussi vite que moi. Cela ressemble davantage à de la popote qu'à de la grande cuisine. Mais nous n'avons pas encore entendu Carrie. Voici les grandes lignes de mon projet. Il y a une fusée à l'arrière pour la propulsion, une grande aile pour stabiliser l'ensemble, un oreiller pour le confort de mon cobaye et une planche à roulettes pour réduire la résistance le long de la rampe. Mais le point fort, c'est ce bac spécial que j'ai créé où toutes les fusées s'allumeront en même temps. Parce que dans Mythbusters, on a toujours quelques soucis avec les mises à feu simultanées. Tandis que Grant et Carrie avancent selon leur plan, Tori fait sensation. Il a décidé d'abandonner son premier projet. Et cette fois-ci, il semble bien que la force soit avec lui. Franchement, j'aurais bien voulu avoir la même idée. Je suis un grand fan de Star Wars et on dirait un X-Wing. Je sais qu'il est un peu tard pour changer le plan de mon homme-feu d'artifice. Mais je pense que ce projet est bien meilleur. Espérons. C'est l'heure et ces 3 projets radicalement différents vont être mis à l'épreuve. 3, 2, 1 et... Fini. 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 Voyons ça. D'accord.
Alors, prêt à confronter vos fusées à la réalité? Allez, au lancement. Préparez-vous à perdre, les copains. Tout comme Adam et Jamie, nos artificiers partent au large de San Francisco sous le célèbre pont. Mais eux au moins auront une chance de profiter de la vue. Au travail, envoyons ces mauvais garçons dans les airs. Bien. Ces essais visent à déterminer quel projet offre la meilleure trajectoire et la plus grande vitesse, ce qui implique de bien baliser le territoire. C'est peut-être un peu présomptueux. Tori est le premier à tenter sa chance. J'ai relié des bacs de poudre à chaque paquet de fusées. Et chaque bac sera mis à feu au moyen d'un système électrique. Quand j'appuierai sur le bouton, toutes les fusées devraient s'allumer pile au même moment. Ça, c'est la théorie, mais il est temps d'affronter la réalité. 3, 2, 1. Il a fait un truc. Je crois qu'il a explosé sur la rampe. Le vaisseau X-Wing n'a pas été bien loin. Le pilote, en revanche, s'en est tiré. Il a même parcouru une distance assez fantastique. Le lancement de Tori était grandiose. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé. Et la poupée a fini carbonisée, sur la pelouse, dans une direction totalement opposée. C'est au tour de l'oisillon suivant de tester ses ailes. Voici ce que prédit Grant. En soulevant l'engin de Carrie, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de poids vers l'arrière. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va probablement faire un looping. Il y a de grandes chances. Rien de plus revigorant que les compliments d'un ami. C'est au tour de Carrie d'essayer de faire mieux que Tori. Tiens bon, ma petite. L'homme feu d'artifice. Projet de Carrie. Modèle réduit. 3, 2, 1. Eh bien, vous voulez quelque chose qui parcourt le circuit rapidement? On l'a! C'était spectaculaire, hallucinant. Il n'a pas volé haut, mais il a volé droit. Et chaque morceau de cet improbable engin a décollé de la rampe. Quant aux étincelles supplémentaires, bravo, c'est joliment stylé. Mon buster s'était lancé, l'allumage était parfait, la distance couverte satisfaisante. Peut-être qu'avec des ailes plus longues, j'obtiendrai un vol parfait. Je pense que je pourrais bien tenir le projet gagnant. Mais nous allons maintenant voir le modèle de Grant prendre son envol. Et il a le trac. Ce que je crains le plus, c'est qu'au lieu de suivre cette belle trajectoire balistique parfaitement courbe, mon homme fusée décolle et revienne vers nous. Si je vois que c'est ce qui se produit, je me remets au boulot. Allez, bonne chance. Lorsque même les experts ont peur, il est sage, sans doute, de se mettre aux abris. 3, 2, 1... En fait de lancement, cela ressemble davantage à une glissade sur un savon. Le ralenti n'est pas à proprement parler nécessaire, mais revoyons quand même la scène. Celui-ci n'a même pas quitté la rampe. Il n'a pas volé. L'allumage simultané n'a pas fonctionné. Par conséquent, nous devons le rejeter. Mon pauvre Grant! Il est tombé de la rampe, c'est tout. Regardez, c'est pour ça que l'allumage simultané n'a pas marché. Raté, 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 raté. Le projet gagnant est donc clairement celui de Carrie. Finalement, nous partons avec un projet qui tient la route. Un ensemble de fusées s'allume simultanément, une protection empêche le petit pilote de se faire frire, et les ailes donnent une stabilité suffisante pour qu'il en résulte un beau petit vol. Je pense qu'en augmentant la longueur des ailes, on aura davantage de stabilité, et peut-être qu'on obtiendra une trajectoire parfaite. Après plusieurs jours d'expérimentation, Adam et Jamie sont enfin prêts à mettre à l'épreuve le mythe du pistolet électrique des experts. Le beau mâle à côté de moi servira de criminel pour notre dernier test. Mais pour être un parfait criminel, j'ai besoin que sa peau soit conductrice. Pour cela, je vais lui appliquer une couche de mousse et recouvrir cette mousse de papier d'aluminium, lequel agira comme une peau conductrice, ce qui, j'espère, permettra à l'étincelle de faire prendre feu à notre homme. Il est prêt. Et pour peut-être finir en beauté, retour à la case labo. La méthode est en fait assez simple.
Notre criminel ici présent est revêtu de cette chemise super tendance en acrylique et très inflammable. Nous allons vider sur lui une bombe de gaz paralysant qui s'est révélée être le plus inflammable, la 4e. Puis, avec un peu de recul et ce pistolet électrique, je vais lui tirer dessus en pleine poitrine pour voir s'il s'embrase. Bien, attention! Donc, confirmer le mythe de la combustion spontanée se résume à cela. Tout comme dans Les Experts, Adam se défoule pendant quelques secondes. Plus un geste! Hey, pas mal! Indéniablement! Ça brûle! Et indéniablement, il faut un extincteur. Vous avez le droit de rester éteint. Tout ce que vous brûlerez pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Et nous, avons-nous le droit de confirmer ce mythe? Certes, ce n'était pas tout à fait le grand brasier qu'on a vu dans Les Experts. Mais, foi de Miss Buster, nous allons tout faire pour y arriver. Le jugement est donc reporté. Cette fois, 4 bombes de gaz sont vidées sur une chemise de rechange. Ça suffit, tu crois? Non. Pour faire bonne mesure, Jamie double la dose. Parfait. Plus un geste! Joli! Très réussi! Voilà qui ressemble vraiment au brasier humain vu à la télé. La voilà ta flambée. C'est instantané, regarde ça! Comme si tu avais utilisé une allumette. Incroyable! C'est un fabuleux brasier, mais en l'occurrence, c'est une usine de gaz paralysant qu'ils ont vaporisé. Quelle est notre conclusion? Récapitulons. Une chemise en acrylique, plus une bombe de gaz paralysant inflammable, plus un pistolet électrique égale... Plausible. Je suis d'accord. Une chemise en acrylique, plus un pistolet électrique et un monceau de gaz paralysant égale... Plausible. On adore cette expression. Le mythe est donc déclaré plausible, mais ce n'est pas encore terminé. Jamie est fermement décidé à finir en beauté. Vous n'allez quand même pas rater ça. Nous voici de retour à l'atelier après notre expérience à échelle réduite. Dans le mythe que nous mettons à l'épreuve, un Allemand cinglé a trouvé très intelligent de scotcher 400 fusées de feux d'artifice sur lui et de s'élancer dans un lac depuis une rampe de lancement. Il va nous falloir 400 fusées de notre fabrication pour lancer l'homme-feu d'artifice. La grande difficulté consistera donc à attacher ensemble ces 400 fusées et à les allumer exactement au même moment. Résumons. Toutes ces fusées, plus le poids d'un homme adulte, plus les ailes ou quelque chose dans le genre, ça fait beaucoup de poids, c'est-à-dire une forte inertie. Nous devons donc trouver un moyen de minimiser les frottements sur la rampe afin que les fusées puissent faire leur boulot. En outre, il faut nous assurer que l'homme feu d'artifice arrive en haut de la rampe, il ne tombe pas comme ça s'est passé avec mon projet. C'est la raison pour laquelle nous disposons de 2 skateboards et d'un rail. Quant à moi, j'ai amélioré le dessin de l'aile qui s'était montré défectueuse sur mon modèle réduit, puisqu'il était parti en vrille. Nos 3 amis ont en fait demandé à un spécialiste de leur parler d'ailes et de nageoires pour augmenter les chances de stabilité de vol. Ils ont trouvé que le meilleur moyen de minimiser les frottements sur la rampe de lancement consistait à fixer 2 skateboards sur un rail métallique bien glissant. Je peux pas m'arrêter. Ça va? Oui. Faut faire attention. Pourquoi un skateboard, vous demandez-vous? Eh bien, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un lancement hautement scientifique opéré par la NASA. Il s'agit d'un type qui a scotché plein de feux d'artifice sur lui. Quand on est dans cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on utilise? Un système très sophistiqué? Non, probablement un skateboard. Et pour le traîneau, j'ai trouvé un objet intéressant. Une planche de surf qui offre 2 avantages. Premièrement, c'est très léger, ce qui évitera d'alourdir notre engin. Deuxièmement, si tout va bien, cet engin devrait retomber dans un lac. Ça va être plutôt casse-pied de retrouver nos fusées si tout a coulé. Or, cette planche est en mousse de polystyrène, elle flotte. L'équipe est totalement absorbée par la mise en œuvre du projet. Carrie construit de nouvelles ailes. Grant des nageoires de stabilisation, tandis que Tori joue avec le feu.
J'ai enlevé les bâtons fixés sur les fusées et je les ai collés par paquets de 100. Je vais passer ces paquets sur le banc de scie pour découper une rainure au niveau de l'embout des fusées et les remplir de poudre à canon. Ensuite, j'allumerai chaque bloc. La flamme va parcourir les rainures jusqu'aux embouts et allumer toutes les fusées au même instant précis. Le meilleur moment pour tester la trouvaille de Tori, c'est maintenant. 3, 2, 1... Waouh, c'était parfaitement synchronisé. C'était vraiment réussi. Synchronisation parfaite. Joli système d'allumage. Je crois qu'on réutilisera ce prototype. Ce qui a bien fonctionné à échelle réduite doit fonctionner aussi bien, voire mieux, grandeur nature, y compris la rampe. Notre rampe grandeur nature est analogue au modèle réduit. Elle est inclinée à 45 degrés et mesure 5 mètres, ce qui devrait permettre d'atteindre une vitesse suffisante pour envoyer notre homme dans les airs. Et les modifications apportées au plan par Carrie nécessitent encore beaucoup de travail. Ceci viendra se fixer sur la planche de surf, Ouais, puis les ailes par-dessus. c'est ça. Et les fusées seront fixées ici. Voilà. Les ailes, les nageoires et le rail pour skateboard viennent compléter un véhicule bricolé pour faire décoller un homme à 45 mètres de distance. Au cas où ça ne serait pas encore clair, ceci n'est pas un vaisseau de la NASA. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait construire dans son garage. C'est vrai, rendez-vous compte. Le fuselage est une planche de surf. On vérifie que notre tout nouveau Buster s'ajuste bien. C'est sans doute mieux pour lui qu'il n'ait plus toute sa tête. Si nos calculs sont exacts, nous devrions voir cet homme feu d'artifice décoller depuis la rampe et survoler le lac. Ou alors exploser sur la rampe en cas d'échec lamentable. D'après certains fans, ça fonctionne comme sur des roulettes. Les paris sont ouverts. Le mythe du pistolet électrique des experts étant vérifié, Adam et Jamie éprouvent le besoin de faire une sortie aussi flamboyante que fantaisiste. Jamie m'a laissé ce message pour le moins énigmatique. Apporte un criminel combustible en tenue de feu. Je suis, comme on dit, intrigué. Adam habille son sujet de manière adéquate. Vous l'aurez sans doute deviné, il porte la fameuse chemise en flanelle. T'es prêt, mon petit père? En fait, c'est le robot qui a servi de modèle à tous les serviteurs de Grant dans son château. Les sauvages s'apprêtent à affronter les barbares. Jamie a choisi de s'armer d'un lance-flamme datant de la guerre du Vietnam. C'est quoi ça? Recule, s'il te plaît, ça va chauffer. D'accord. Les téléspectateurs qui nous suivent depuis longtemps savent qu'en cas de frustration née d'un mythe impossible à confirmer, Tu vois des cornes de taureau? Aucune. nous avons tendance Feu! à monter d'un cran ou de 10. Aujourd'hui encore, Jamie abandonne toute méthode pour se jeter en plein chaos. 3, 2, 1... Pour déchaîner les feux de l'enfer, rien de tel qu'une flamme de 18 mètres. Joli! Ça, c'est de la flamme. C'est très post-apocalyptique de ta part. Ça ira comme ça? Il n'avait pas 36 façons d'en finir, et grâce à une chemise à 5 €, on en a eu pour son argent. Tous les enfants qui lisent des BD rêvent sûrement d'une propulsion à réaction portable.
D'après certains fans de l'émission, un homme a réussi à parcourir 45 mètres dans ces conditions. Nous avons étudié ce que dit la physique, construit le meilleur équipement amateur possible et trouvé une carrière inondée pour l'amérissage. C'est cool ici. Ça glisse. C'est déjà dangereux. Donc, si nos calculs sont exacts et si nos fusées font ce qu'elles sont censées faire, un homme devrait amérir dans ce lac d'un instant à l'autre. Joli. Il devra ne pas exploser sur la rampe de lancement, avoir un vol stable et, conformément au mythe, voler sur au moins 45 mètres. J'espère qu'il va le faire. Carrie met à Buster une combinaison ignifugée orange, comme si ça pouvait l'aider, et contrôle le poids au départ. Alors, il pèse combien? Donc, 83 kilos. Le traîneau en pèse 27, ce qui fait 110 au total. C'est parfait, c'est juste ce qu'il nous faut. Impec. Très bien, on le charge et on y va. Viens, on va faire un tour. Carrie et Grant installent les skateboards sur le rail pour, on l'espère, un déplacement sans frottement. Et maintenant, le véhicule léger type planche de surf. Dory, lui, place les charges d'explosifs pour allumer chacune des 400 fusées. Croisons les doigts pour que tout parte en même temps. Je sais, on dirait que ça fait pas beaucoup de poudre, mais en fait, j'en dispose 170 grammes. Ce serait largement suffisant pour envoyer un boulet de canon. Les fusées sont installées, on met en place la toute dernière pièce du puzzle. On dirait un chirurgien habillé comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que ce rêve devient réalité? Notre rêve à tous. C'est magnifique. N'oublions pas tout de même que l'homme feu d'artifice n'est pas tiré d'affaire. Pour confirmer ce mythe, 2 événements doivent se produire. 1. Buster doit s'élancer depuis la rampe et atteindre l'eau. 2. Il ne doit pas se transformer en une sorte de magma de Buster. Vous pouvez parier vos culottes bioniques que Buster est entièrement d'accord. Tout est connecté, on peut y aller. L'homme feu d'artifice. 3, 2, 1. Le lancement a marché. Ça pétarade encore. Du rivage, on est aveuglé par la fumée et les étincelles. Mais mettons-nous un instant à la place de Buster. Tout allait si bien. On a réussi un lancement parfait. L'engin a progressé jusqu'au sommet de la rampe. Et là, tout est allé de travers. Cet incroyable lancement réunit des figures aussi géniales qu'épouvantables. Tandis qu'on repêche Buster, considérons les éléments de réussite et les autres. Nous avons obtenu un allumage simultané, nous avons utilisé de vrais feux d'artifice, notre homme a quitté la rampe et est arrivé dans l'eau. Par-dessus tout, il n'a ni pris feu, ni explosé. Il aurait donc survécu au lancement. C'est peut-être vrai pour le lancement, mais j'ai des doutes quant à l'amérissage. Et nous n'avons pas rempli toutes les conditions. Il n'a pas parcouru les 45 mètres en question. C'est l'une des décisions les plus pénibles qu'ont dû prendre nos amis. D'un côté, il est clair que le retournement du traîneau en vol a été provoqué par le battement de jambes incontrôlé de Buster. De l'autre, il n'a parcouru que 9 mètres. En outre, le mythe a fonctionné beaucoup plus simplement et avec moins de moyens. C'est à regret que la conclusion s'impose. Je crois qu'on doit en rester là. Mythe bidon. D'accord, bidon. Bidon. Mais quand même, on l'a anéanti avec panache. Tu l'as dit.